Bienvenue dans Pourquoi j'ai une moustache dégueulasse. Non, merde. Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Aujourd'hui, les adaptations d'œuvres au cinéma. Alors, d'après les commentaires que j'ai pu lire depuis l'ouverture de cette page, je sens que ça va être difficile à vous expliquer, donc je vais utiliser des mots simples. Ça, livre. Livre, papier, des pages, des mots. Des mots, non, ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas. Ça, lire, imaginez. Imaginez. Ça, lire en 4-5 jours et à peu près 1 an à écrire. Ça, jeu vidéo. Ça, disque. Ça, numérique. Bien numérique. Non, ça ne se mange pas non plus. Ça, aventure. Toi, héros. Je suis un héros, j'ai des gros muscles. Ça, tout le jeu fait pour toi. Le jeu dure à peu près 200 heures et 1 à 6 ans à être créé. Ça, film. Film. F-I-L-M. Pellicule argentique, celluloïde. Ça, photo. Plein photos. 24 photos pour 1 seconde. Ça, numérique maintenant. Très bien numérique. Mais tout de même, ça, cher. Très très cher. Ça, producteur. Oh, producteur. Ça, 1h45. Parfois plus. Beaucoup plus. Trop. Beaucoup trop. The Hobbit. Ça, réalisé en à peu près 3 mois. Hein. Donc, non mais sérieux, si tu fais toute la vidéo comme ça, tu vas te faire lyncher. Hein. Reste sérieux. Explique-leur. Ils finiront bien par comprendre. Ok? Ok. Alors je vais vous raconter une petite histoire. C'est la tragique histoire antique de Pyrame et Thisbé, telle que racontée par Ovide dans les Métamorphoses. Pyrame et Thisbé sont 2 jeunes Babyloniens dont les familles sont voisines. Le jeune Pyrame aime la belle Thisbé, mais leur père s'oppose à ce qu'ils sortent ensemble. Un soir, les jeunes gens se donnent rendez-vous près du mûrier blanc qu'ils connaissent dans les bois. Thisbé arrive en avance parce que les femmes sont ponctuelles, mais se trouve face à face avec une lionne qui terrorise la région depuis des semaines. Elle s'enfuit, mais laisse tomber derrière elle son voile blanc parce que les femmes sont des gourdes. La lionne déchire le voile et y dépose le sang d'animal qu'elle avait sur les babines. Hein, Cléo? Quelques instants plus tard, Pyrame arrive et découvre le voile déchiré et taché de sang. Il en déduit logiquement que Thisbé est morte, parce que les hommes ont des convictions. Et se donne immédiatement la mort, parce que les hommes sont sanguins et un peu cons. Lorsque Thisbé revient, histoire de récupérer son voile, parce que merde, c'était de la belle dentelle, elle trouve son amant mort. Elle hurle de douleur et demande aux dieux de ne pas laisser leur histoire être oubliée. Parce que jouer d'autant de malchance, c'est tellement pas de bol qu'il fallait en faire un mythe. Mais bref. Elle se donne la mort, et les dieux, ayant bien reçu sa plainte sur leur centrale téléphonique, y répondent, en abreuvant le mûrier blanc du sang des amants, donnant ainsi au mur la couleur rouge sombre qu'on leur connaît. Vous avez bien assimilé l'histoire? Alors la voici représentée par Nicolas Poussin, peintre du XVIIe siècle. Quoi? Vous voyez pas le rapport? Bah si, regardez, là, on voit Babylone. Bon, ok, si on nous dit pas que c'est Babylone, on peut pas le deviner, mais est-ce important? C'est une ville, non? Quelle importance que cette histoire se passe à Babylone ou à Saint-Germain-en-Laye? Ici, vous voyez la lionne chasser du bétail et les agriculteurs locaux. Oui, elle n'attaque pas Thisbé, mais on comprend qu'une lionne terrorise la région, non? Et en bas du tableau, Pyrame mort au sol et Thisbé se jetant en hurlant de douleur sur son corps sans vie. Et puis vous allez me dire, mais il manque le voile de Thisbé, et on les voit pas chez leurs parents, et il manque plein d'informations par rapport au mythe. Bon, à l'époque, tous les artistes les connaissaient, mais aujourd'hui, le grand public n'en sait rien. Et est-ce que pour autant, vous allez les traiter Poussin d'enculé en lui disant qu'il a trahi l'œuvre d'origine? Non. Déjà parce qu'il est légèrement mort, mais ensuite parce que vous avez compris que Poussin a adapté une œuvre dans une forme d'art extrêmement différente qui propose ses enjeux et ses inconvénients propres à son support et à son principe. Eh bien, les adaptations cinématographiques, c'est pareil. Le cinéma a puisé son inspiration dans la littérature depuis ses origines. Après la Seconde Guerre mondiale, en France, est arrivé l'essor de ce que l'on a appelé la qualité française. La qualité française est un courant qui se distingue par des films tournés en studio et souvent adaptés de grandes œuvres littéraires avec de grands acteurs dans les rôles principaux. Et ce n'est qu'un cas particulier parmi tant d'autres. Faites un peu attention et vous verrez au début de très nombreux films, parmi ceux que vous aimez, qu'ils sont en fait des adaptations de romans ou de nouvelles. La plupart du temps, quand j'entends des gens critiquer une adaptation, ou quand je vous entends critiquer une adaptation, je ne vous entends pas critiquer un film. Je vous entends critiquer le respect par rapport à l'œuvre d'origine, ce qui n'est absolument pas un gage de bon cinéma. Et non, l'excuse du « c'était écrit dans le livre ou expliqué dans le jeu vidéo », c'est pas du tout valable.
À écouter certains de vos commentaires, il faudra regarder un film avec un guide complet de l'œuvre d'origine pour tout se faire expliquer pendant le film. Un film est un produit artistique qui se suffit à lui-même, et le fait que l'erreur soit déjà dans le support d'origine ne l'excuse absolument pas. La critique faite au film est à ce moment-là également valable pour le bouquin, le jeu vidéo, bref, le support d'origine. Je vais me servir d'exemples précis. Le Seigneur des Anneaux. Le travail de Peter Jackson est à citer en exemple pour tous les scénaristes qui travaillent à une adaptation dans le monde. Certes, ce n'est pas 100% parfait, mais ce n'est pas possible de toute façon. Jackson a pris quelques libertés. Donner plus d'importance au rôle féminin par exemple, mais aussi corriger certains défauts du livre. Je m'explique. L'anneau de pouvoir est un artefact très puissant. Si puissant que même Gandalf, qui est un demi-dieu dans la mythologie de la Terre du Milieu, n'ose pas le toucher. Rien ne résiste au pouvoir de l'anneau dans le film. Tous les personnages sont tentés, même Galadriel, même Aragorn qui semble prêt à passer de l'autre côté. Alors que dans le bouquin, au moins 2 personnages viennent foutre ça en l'air. Le premier, et non des moindres, Tom Bombadil. À peine sorti de la comté, les hobbits tombent sur la masure de Tom qui va se montrer totalement hermétique au pouvoir de l'anneau, y compris à son pouvoir d'invisibilité. Il s'en fout, c'est un esprit de la terre, ou un espèce de dieu, ou une connerie comme ça. Ses pouvoirs vont bien au-dessus de ceux de mortels comme Sauron. Et j'en vois certains dire « Ah bon ? Mais à ce moment-là, il aurait pu amener l'anneau en Mordor ?» Mais non, Tom s'en fout, ça ne l'intéresse pas. Donc cette scène n'a servi à rien, et en plus, elle a réduit l'impact de l'anneau dans l'imaginaire du lecteur. C'est aussi pour ça que Peter Jackson l'a retiré du film. Il y a un autre personnage qui vient foutre la merde là-dedans, c'est Faramir. Tom est une sorte de dieu, qu'il puisse résister à l'anneau pourrait encore passer. Mais dans le livre, lorsque l'on rencontre le frère de Boromir, celui-ci n'a absolument rien à foutre de l'anneau. Il ne détourne pas Frodon et Sam de leur route, il n'essaye pas de l'amener à son père, il le laisse partir. Un simple mortel, un humain qui plus est, qui n'est pas affecté par le pouvoir de l'anneau? Mais ça fout complètement en l'air le pouvoir de l'anneau. En faisant ça, Jackson a corrigé le livre, et on peut pas vraiment lui en vouloir. Ce n'est pas parce que c'est dans le matériau d'origine que c'est forcément bien, et que forcément ça s'adapte à un film. Prenons l'exemple du Hobbit. Non. Quoi? Mais t'es con ou quoi? Ça fait 1 mois que t'es en train de te faire lyncher à cause de ce que tu as dit sur le Hobbit. Tu vas quand même pas en mettre une couche. Non, mais c'est le meilleur exemple que j'ai en tête, alors écoute, tu fais ce que tu veux, hein? Mais tu viendras pas te plaindre quand un mec menacera de te trancher la gorge dans la rue. À l'inverse, ce n'est pas parce que c'est dans l'œuvre originale qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1 par exemple. Les équipes du film ont eu totalement raison de supprimer plusieurs éléments des livres pour en faire un seul film à chaque fois. Bien sûr, je suis comme vous. J'aurais préféré voir Rita Skeeter se transformer en Animagus et voir l'association des elfes de maison de Hermione. Mais au final, je suis obligé d'admettre que on s'en fout. Le résultat est le même. Les problèmes sont survenus avec l'adaptation du dernier livre et la décision de le faire en 2 parties. Quand ils ont fait les Reliques de la Mort, ils ont décidé de fourrer absolument tout le bouquin dans les 2 films, à quelques rares petites exceptions près. Ça a commencé à poser des problèmes quand ils ont réintégré des éléments qui n'avaient pas été intégrés dans les 6 films précédents. Le meilleur exemple de cela étant ce putain d'éclat de miroir. Quand Harry a commencé à jouer avec ce truc, j'ai complètement bugué pendant 10 bonnes minutes. Et pourtant, j'avais lu les bouquins, mais ce miroir ne m'avait pas particulièrement marqué, ce qui probablement a poussé le scénariste à l'évincer du récit des autres films. Ce miroir est un miroir à double sens que Sirius donne à Harry dans l'ordre du Phénix, afin de pouvoir parler avec lui peu importe le lieu. Harry le brise après les événements du ministère de la Magie, mais retrouvera plus tard un morceau dans son sac. Le problème, c'est qu'en plus d'arriver comme un cheveu sur la soupe dans la continuité des films, le fonctionnement de ce miroir n'est jamais expliqué. Il faut avoir lu les livres, et les avoir lus récemment qui plus est, pour comprendre de quoi il en retourne. Dans la deuxième partie, on comprend que l'autre miroir était chez le frère de Dumbledore, qui gardait ainsi un œil sur eux. On comprend même, plus ou moins, qu'ils ont un peu changé le système, puisque là où le livre proposait 2 miroirs reliés l'un à l'autre, dont l'un brisé, le film propose un éclat d'un seul et même miroir que Harry possède. Mais le plus gros problème, c'est de savoir comment Harry l'a eu en sa possession, ce qui est d'autant plus grave que lorsqu'ils ont adapté les livres au cinéma, ils ont décidé de tout faire du point de vue de Harry, à l'exception de quelques séquences trop importantes pour l'histoire, notamment celles qui concernent Voldemort, et qui utilisent quasiment à chaque fois le prétexte de l'occlumencie, le lien télépathique avec Harry et Voldy. On devrait en savoir autant que Harry, nous sommes censés être Harry depuis le début du premier film. Ce miroir sème le trouble chez le spectateur qui n'a pas connaissance du récit d'origine, ou qui l'aurait oublié, et ce n'est pas la faute du spectateur. C'est la faute du scénariste qui n'avait qu'à rajouter une putain de petite ligne, par exemple, à Hermione, pour lui faire dire, par exemple, « Ah, le miroir de Sirius? Qui vois-tu à l'intérieur ?» Et c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir fait, car un spectateur qui se pose une question est un spectateur qui sort du film.
Le problème de cohérence est dû au fait que ce soit une série de films. Le vrai problème, c'est que ce miroir ne s'explique pas par le film lui-même, qui ne donne pas les informations suffisantes pour cela. Et ce n'est pas excusable par le fait que c'est expliqué dans les livres. Le film doit fonctionner seul. Cela dit, tous les éléments d'une œuvre ne seront pas bons à mettre dans un film. On n'a pas le temps de tout développer. Et si on prend ce temps, le récit et surtout l'intrigue principale traînent en longueur qui n'apportent rien à l'histoire. Non, parce que, en soi, l'histoire du Hobbit, en un film de 2 heures, c'était plié. Remanier l'histoire pour y foutre plein de clins d'œil à la trilogie du Seigneur des Anneaux et botoxer le tout en 3 films, c'est... Non mais si, c'est important! C'est pas parce que c'est écrit quelque part que ça mérite d'être à l'écran. Les 3/4 du Hobbit, c'est du remplissage sur une histoire qui devrait être expliquée beaucoup plus vite et qui ne devrait pas perdre autant de temps dans des sous-récits qui n'apportent rien au schmilblick et qui... Ok, j'arrête de parler du Hobbit! On peut aussi faire une adaptation de merde qui donne un excellent film. C'est ce que j'ai essayé de vous prouver avec certains des Resident Evil, mais je vais prendre ici l'exemple de Total Recall. En effet, il ne viendrait à l'esprit de personne de dire que Total Recall, de Paul Verhoeven, est un mauvais film. Ok, c'est un film de Schwarzenegger, donc forcément il y a des passages un peu étranges. Mais globalement, personne ne va hurler au non-respect total de l'œuvre originale de Philip K. Dick. Et j'en vois déjà 2 ou 3 qui comprennent plus rien. Philip K. Dick est un des auteurs de science-fiction les plus adaptés au cinéma. Minority Report, A Scanner Darkly, Blade Runner, L'Agence, Planète Hurlante, et j'en passe. Et Total Recall, basé sur son roman Souvenir à vendre, dans lequel un homme, Quaid, rêve d'aller sur Mars mais n'en a pas les moyens. Il fait donc appel à une société nommée Recall, qui peut lui en implanter le souvenir. Malheureusement, pendant le processus, la société réalise que Quaid a en fait déjà été sur Mars. C'est un ancien agent secret dont la mémoire a été effacée. Le traitement est interrompu, et on le relâche dans un taxi. Et par la suite, il n'ira jamais sur Mars? Il ne rencontrera jamais de mutants? Il ne réalisera jamais que sa femme est un agent secret placé ici pour le surveiller? Et il ne rencontrera jamais de résistants, il ne s'opposera à un grand patron qui contrôle toutes les ressources en oxygène de Mars, ni n'activera de grandes machines qui va complètement terraformer la planète. Et bien entendu, il ne rencontrera jamais de pute avec 3 nichons. Est-ce que pour autant vous allez l'engueuler Paul Verhoeven? Est-ce que vous allez lui dire « Mais c'était pas comme ça dans le roman !» Bah non, vous vous en foutez. Pour la plupart, vous n'avez jamais vu ou lu ce roman. Le changement de titre n'aidant pas à la chose, vous ignoriez peut-être même complètement qu'un livre était à l'origine de ce film, jusqu'à la sortie du remake en tout cas. Vous avez vu un film qui expliquait chacun de ces éléments, scénaristiques ou concrets, par lui-même, dont la trame vous a intéressé jusqu'au bout, avec des personnages que vous avez aimés. Et bah c'est ça qu'on doit demander une adaptation. C'est pas le respect scrupuleux de chaque détail d'un roman, l'adaptation mot pour mot de chaque phrase de dialogue. C'est pas adapter chaque petit élément de l'histoire, même s'il ne sert absolument à rien, juste pour que les fans puissent le voir à l'écran. C'est de faire un bon film. Un film intéressant, un film de qualité, un film qui se suffit à lui-même, peu importe que ce soit un scénario original ou non. Certains réalisateurs ou scénaristes vont juste avoir une idée qui leur aura été évoquée par la lecture d'un livre ou par une partie d'un jeu vidéo, et vont créer leur propre monde à partir de ça. Dans certains cas, adapter librement une œuvre est souvent uniquement un moyen d'éviter les procès pour infraction au droit d'auteur. Un exemple tout simple, Terminator. À la sortie du film, il a été annoncé comme un scénario inédit. Cependant, quelques jours après son arrivée en salle, une plainte a été déposée contre James Cameron par le scénariste Harlan Ellison, qui estimait que le scénario du film reprenait des épisodes qu'il avait écrits pour la série Au-delà du réel. Cameron n'avait absolument pas écrit le film en s'inspirant de ces épisodes, mais comment le prouver? Si Ellison parvenait à convaincre un jury, Cameron se retrouvait à payer des dommages et intérêts pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il a donc accepté à contre-cœur de payer des droits à Ellison, qui a été inscrit au générique du film. Ainsi, ne soyez pas trop prompt à fustiger les adaptations à tour de bras. C'est très dur à dire. Se baser, même très librement, sur un roman est aussi une garantie pour les studios de ne pas avoir de problème de droit. Et puis, faut pas oublier que on peut aussi avoir une adaptation de merde et un film de merde. Je citerai par exemple Silent Hill Révélation, qui chie littéralement à la gueule de tout ce qui fait un jeu Silent Hill et présente des aberrations monstrueuses par rapport à tous les aspects du jeu, mais surtout, qui est fondamentalement un mauvais film. La 3D, très belle mise à part, ça ne mériterait même pas une sortie en salle. C'est du niveau d'un Jason 27 ou d'un Freddy 43. C'est mal écrit, les personnages ne servent à rien pour la plupart, et n'apparaissent que pour essayer de faire du fanservice, qui ne marche que sur les esprits influençables, et le gore et l'ambiance sont à des années-lumière de la qualité d'un film d'horreur digne de ce nom. Ou encore la machine à explorer le temps. Ça, c'est une autre histoire. Que vous connaissiez ou non le matériau de base qui sert à une adaptation, jugez selon les codes d'un film, et non pas selon un copier-coller. J'ai raison et vous avez tort. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!